Aucun autre film n'a eu autant d'influence que Le Magicien d'Oz. Mais sous le film et les scènes magiques en Technicolor et les numéros musicaux époustouflants se cachent plusieurs sombres secrets que vous ne connaissez probablement pas et qui changeront à jamais votre façon de regarder Le Magicien d'Oz. Bienvenue dans Archives. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui dans Archives, qui est le nom de la série sur les vidéos de mystère, aujourd'hui vous l'aurez compris, je vais vous parler du Magicien d'Oz. Ce chef-d'œuvre du cinéma qui reste encore à ce jour l'un des films qui a marqué l'histoire du cinéma. Ce film est sorti en 1939 et il est réalisé par Victor Fleming. Il y a quelques semaines, je me suis revisionné ce film et après l'avoir écouté, je me suis décidé d'aller faire quelques petites recherches sur internet et je suis tombé sur des choses vraiment sombres. Je me suis dit pourquoi pas en parler en vidéo. Et puis ce film, encore aujourd'hui, reste l'un des films avec le plus de problèmes avant, pendant et après le tournage. Bref, installez-vous, prenez-vous quelque chose à manger ou à boire. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement et puis nous, on est parti. Les cauchemars qui allaient hanter Le Magicien d'Oz ont commencé bien avant le début du tournage. Les studios MGM, vous connaissez probablement ces studios, c'est le fameux lion qu'il y a au début des films. Et donc, les studios MGM avaient acheté les droits du roman classique de L. Frank Baum après avoir constaté le grand succès qu'avait Blanche-Neige et les Sept Nains. Cependant, il a fallu un certain temps au studio MGM pour décider quelle voix qu'ils voulaient donner au film. Et puis, ils étaient vraiment pointilleux sur le casting, en particulier pour le rôle principal de Dorothy Gale, l'infirmière du Kansas, qui s'est vue avoir un accident et qui a déclenché les éléments du film. Bon, je vais pas vous redire l'histoire du film si vous l'avez toujours pas vu, ce qui est assez étrange, mais vous avez le droit de pas l'avoir vu. Je vous invite à aller le voir avant de regarder cette vidéo pour mieux comprendre ce que je vais vous raconter. Bref, Dorothy Gale devait être jouée par Shirley Temple à la base, qui avait à l'époque 10 ans, qui était la chouchou de l'Amérique et qui garantissait un box-office réussi. Malheureusement, durant son audition, on s'aperçoit rapidement que niveau vocalement, ça n'allait pas du tout avec, puisqu'il y avait dans le scénario des passages musicaux pour Dorothy. En plus de ça, la 20th Century Fox, avec qui elle était sous contrat, refusait de la prêter. En raison de l'indisponibilité qu'avait Shirley, les studios MGM devaient à ce moment-là se contenter de la meilleure option suivante, qui était Judy Garland, qui avait à l'époque 17 ans. Retenez bien ça parce que c'est super important. Son contrat s'accompagne d'une mise en garde immédiate. Pour jouer Dorothy Gale, Judy doit perdre 5 kilos. Bon, c'est pas beaucoup 5 kilos, mais déjà là, vous commencez à comprendre un peu la mauvaise ambiance qui s'entourne déjà autour du projet. Bien qu'elle y soit parvenue, ça n'a pas empêché au cadreur du studio de la surnommer la grosse petite cochon, avec des nattes dans le dos. Personne ne mérite de se faire traiter comme ça. Le tournage du Magicien d'Oz a été interrompu après seulement 2 semaines, lorsque Buddy Ebsen, l'acteur qui jouait l'homme de fer, est tombé malade à cause de la poudre d'aluminium utilisée pour son maquillage. Des décennies plus tard, lors d'une interview au Florida Sun, il a relevé cette expérience terrifiante en disant qu'une nuit, il s'était réveillé dans son lit en hurlant à cause de ses violentes crampes au niveau des mains, des bras et des jambes. Comme il avait du mal à respirer, sa femme a appelé l'ambulance et les ambulanciers l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Il est resté sous une tente à oxygène pendant 2 semaines pour se remettre de l'aluminium qu'il avait ingéré dans ses poumons. Buddy est alors mis à la porte et le tournage est mis en pause pour pouvoir trouver un nouvel acteur qui puisse interpréter ce rôle. Les acteurs du Magicien d'Oz, et plus particulièrement l'ensemble des comédiens, vont à nouveau avoir un autre cauchemar qui continuera à les hanter longtemps après la sortie du film. Le maquillage et les costumes qu'ils étaient obligés de porter, souvent pendant toute la journée de travail de 16 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et puis, non seulement les costumes et le maquillage étaient inconfortables, mais aussi
mortelle. Comme je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, Buddy Ebsen, qui était l'acteur original pour le rôle de l'homme de fer, a été empoisonné, comme j'ai dit, par de la poudre d'aluminium qui était utilisée pour son maquillage. Son remplaçant, Jake Haley, lui non plus, n'a pas eu la vie facile. Le département des costumes a utilisé une épaisse couche d'aluminium pour empêcher l'acteur d'ingérer accidentellement la poudre d'aluminium. Il a fini par souffrir d'une grave infection oculaire, bien que celle-ci elle a été traitée par la suite. Buddy et Jake n'ont pas été les seuls acteurs à souffrir d'une cause de leur costume et de leur maquillage. Selon la biographie de Judy Garland, je cite, « À l'âge de 17 ans, t'es une adolescente bien en chair qui s'apprêtait à devenir une jeune femme. Pour s'assurer de l'apparence jeune et saine de Dorothy, le studio a eu recours à la fixation des seins de Judy et à l'utilisation de décors de base pour évoquer une silhouette mince, en plus d'un régime régulier de drogue et de très peu de nourriture. Parce que Judy était petite, elle mesurait 4 pieds 11 et elle était incapable de camoufler le moindre poids supplémentaire. En plus de ça, elle portait souvent des costumes moulants, même si la plupart de ses rôles l'obligeaient à chanter et à danser. Les dirigeants des studios sont donc obsédés par son poids, vous l'avez constaté. À partir du moment où elle apparaît dans son premier long métrage en 1936, elle avait tout juste 14 ans. Et le directeur des studios MGM, Louis B. Mayer, a même limité sa consommation de nourriture à une soupe au poulet, un café noir et une cigarette. Ouais, c'est une autre époque. Il avait même engagé des personnes qui puissent surveiller ce qu'elle mangeait et les gens lui faisaient à ce moment-là un rapport. Louis avait l'habitude d'appeler Judy, je cite, « ma petite bossue ». L'adolescente est aussi constamment nourrie par de pilules pour réduire son appétit. Judy a déclaré plus tard en disant « À partir de mes 13 ans, il y avait une lutte constante entre MGM et moi pour savoir si je devais manger ou non. Combien je devais manger, ce que je devais manger, je m'en souviens plus vivement autre chose concernant mon enfance. » Pendant le tournage, elle aurait été giflée par le réalisateur, qui est Victor Fleming, qui s'était énervé parce qu'elle n'arrivait pas à garder son sang-froid pour une scène dans laquelle Dorothy donnait une gifle au lion peureux. Il a donc amené l'actrice sur le côté et lui a donné une gifle sur la joue. Judy, abasourdie, a pu après reprendre la scène dans la prise suivante. C'est n'importe quoi. J'arrive pas à m'imaginer qu'on puisse décider de prendre quelqu'un à part et de le gifler comme ça. Burt Lahr, qui jouait le lion peureux, a également connu sa part de souffrance. Sur cette photo, on a l'impression que son costume est incroyablement doux, fait de poils d'animaux veloutés et qu'il couvre presque tout son corps jusqu'à la tête. Malheureusement, il était fait de véritables peaux de lion et pesait environ 45 kg. Le costume ne permettait pas d'avoir une grande ventilation et combiné aux lumières Technicolor intensément chaudes sous lesquelles tous les acteurs tournaient, Burt transpirait abondamment pendant toute la journée de travail. Tellement qu'il transpirait, 2 assistants de production ont été chargés de faire sécher le costume tous les soirs pour qu'il soit prêt à être porté le lendemain. Puis, en plus de ça, il repassait des heures sur la chaise de maquillage. Au départ, Burt n'était pas du tout autorisé à manger durant les pauses de tournage. Il a d'abord accepté de ne pas manger et s'est contenté de milkshakes et de soupe. Mais au fur et à mesure du tournage qui avançait, il a insisté que son maquillage soit refait après avoir mangé. Pendant ce temps, le maquillage utilisé pour créer le visage de l'épouvantail a également laissé son acteur quelques marques presque permanentes. Dans les années 30, l'art d'utiliser des prothèses n'était pas encore avancé comme aujourd'hui, ce qui signifie qu'elles étaient souvent inconfortables et même carrément douloureuses à porter. Dans le cas de Ray, son masque lui a laissé des lignes profondes sur le visage. Par contre, ça s'est estompé une année entière après le tournage et même le costume que portait l'épouvantail, le lion peureux et l'homme de fer blanc étaient tous incroyablement élaborés, au point que les 3 acteurs étaient obligés de manger ensemble sur le plateau. Ils ont également passé des heures à se faire maquiller, Ray se rappelant avoir dû, je cite, passer au moins 3 heures au département de maquillage avant même d'arriver sur le plateau.
aucun autre acteur n'a autant souffert que Margaret Hamilton, dont le rôle emblématique de la méchante sorcière de l'Ouest, qui continue encore à ce jour donner des cauchemars aux enfants. Alors qu'elle tournait l'une des scènes les plus populaires du film, dans laquelle son personnage disparaît dans un éclair de fumée rouge vif, Margaret n'a pas pu quitter la scène avant que l'équipe des effets spéciaux n'allume le feu. Malheureusement pour elle, les flammes ont pris sur son balai et son chapeau, hautement inflammable. Dans le livre The Making of The Wizard of Oz, l'auteur du livre a décrit l'incendie accidentel comme une éraflure sur le menton, l'arête du nez, la joue droite et le côté droit du front. Les cils et les sourcils de son œil droit ont été brûlés. Sa lèvre supérieure et sa paupière ont été gravement brûlées. La peau du dos de la main de Margaret aurait également été brûlée. Plutôt que de gaspiller des ressources pour s'assurer que ces blessures dévastatrices soient traitées, l'équipe des dirigeants du studio ont largement laissé Hamilton livrée à elle-même. Se rendant compte qu'aucune aide n'arrivait, elle a été obligée d'appeler un de ses amis pour qu'il vienne la chercher au studio. Plus tard, Hamilton se souviendra de cette expérience en disant « J'ai toujours été étonné que le studio ne m'ait pas renvoyé chez moi, mais ce n'est que le lendemain qu'elle a vraiment fait l'expérience de l'insensibilité du studio. » Alors qu'elle se remettait de ses graves blessures, un cadreur l'a appelée pour lui demander quand elle allait revenir sur le plateau. Finalement, il a fallu 6 semaines avant que Margaret revienne. Mais la peau de ses mains n'avait pas encore été complètement guérie. Pour cette raison, le département des costumes lui ont fourni des gants de couleur vert. Margaret a envisagé de poursuivre les studios MGM, mais a décidé finalement de ne pas le faire, de peur de plus jamais avoir de rôle à l'écran. Elle s'est toutefois opposée à la demande de participer à une autre cascade impliquant du feu, qui, quelques semaines plus tard, à peine après son retour sur le plateau, sa doublure Betty Danko a tourné la scène à sa place et a rapidement pris feu elle-même. Betty a passé un total de 11 jours à l'hôpital. Vous commencez à comprendre un peu que ça ne va vraiment pas bien sur le tournage. En plus de ça, le studio lui a fait un chèque de 35 $ américains pour sa journée de travail, soit l'équivalent aujourd'hui de 630 $. Dans une interview ultérieure, Betty a déclaré « J'avais l'impression que mon cuir chevelu se détachait. Je suppose que c'est parce que mon chapeau et ma perruque noire ont été arrachés. » L'agonie vécue par Margaret dans le rôle de la méchante sorcière de l'Ouest s'est poursuivie après la sortie du film. Son visage sera resté vert des semaines après la fin du tournage en raison de l'utilisation d'ingrédients de base de cuivre dans son maquillage. On lui a demandé de ne pas manger une fois le maquillage posé, au cas où si le maquillage lui rentrait dans la bouche. Pendant le tournage, elle a dû se contenter d'un régime liquide qu'on lui donnait à la paille, ce qui n'a pas empêché le maquillage au cuivre de s'infiltrer dans sa bouche. De nombreuses scènes de Margaret, celles pour lesquelles elle a légitimement travaillé dur, malgré une douleur et un stress et une souffrance constante, n'ont jamais été mis au montage parce que les dirigeants du studio les jugeaient trop effrayantes pour les enfants. C'est complètement fou cette histoire, c'est insane. Mais même dans ce cas, ceux qui ont été retenus dans le film final se sont avérés plus suffisants pour hanter le public pendant des années. Le Magicien d'Oz ayant été tourné à une époque où les effets générés par les ordinateurs n'existaient pas encore, l'équipe a dû recourir à des illusions et à des trucs pratiques pour certaines scènes, notamment celle une légère rafale de neige envoyée par Glinda, qui est la bonne sorcière, et réveille Dorothy, qui s'était endormie dans un champ de coquelicots rouges. Pour simuler cette neige, de l'amiante chrysotile, un produit cancérigène connu, a été même utilisé sur le balai qu'avait la sorcière, ainsi que l'épouvantail, dont le costume entier était également composé justement de ce produit cancérigène, mais ce produit n'était pas du tout le seul à être utilisé sur ce film. Selon Atlas Obscura, les premiers jours d'Hollywood ont vu une utilisation fréquente de l'amiante pour simuler de la fausse neige. Elle a dit, je cite, « Malgré le fait que les risques pour la santé étaient déjà connus à l'époque, les plateaux de tournage ont commencé à utiliser l'une des formes les plus pures d'amiante sur les plateaux de tournage, en partie parce qu'elle ressemblait suffisamment à la neige pour tromper le public. »
Outre ses costumes et accessoires mortels, le Magicien d'Oz est également tristement célèbre pour les salaires très faibles que les acteurs gagnaient, malgré leur performance magistrale. Par exemple, bien que Judy Garland est sans conteste la star du film, elle n'aurait été payée qu'environ 500 $ américains par semaine, soit l'équivalent de 9000 $ américains aujourd'hui. Ce qui est vraiment pas juste, c'est que les autres acteurs, Ray Bolger, qui est l'épouvantail, et Jake Hawley, qui est l'homme de fer blanc, ces deux acteurs étaient apparemment les mieux payés du film. Chacun d'entre eux empochant environ 3000 $ américains par semaine, soit l'équivalent de 54 000 aujourd'hui. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Terry, le terrien qui jouait Todo, le chien donc, a été payé 125 $ américains par semaine, soit environ 2000 $ aujourd'hui. C'était nettement plus ce que gagnaient les Munchkins, dont la plupart recevaient un maigre 50 $ par semaine, ce qui est environ 900 $. Les 124 acteurs qui jouaient le rôle des Munchkins n'ont jamais été récompensés pour leur performance et même leurs noms sont absents du générique de fin du film. Les Munchkins, ou plus précisément les acteurs, ont été l'un des éléments les plus controversés du Magicien d'Oz. Après la mort de Judy, son ex-mari, Sidney Luft, aurait écrit dans des carnets que Judy aurait été touchée de manière inappropriée sur le plateau et que les Munchkins avaient rendu la vie de Judy misérable en mettant leurs mains sous sa robe. Cette allégation n'a jamais été prouvée ni même démentie. Ça a été confirmé que l'adolescente a été perturbée par la cohue des acteurs. Elle aurait dit que l'un d'entre eux, un homme d'environ 14 ans, l'avait invité à dîner. Elle aurait dit « Je ne voulais pas dire que je pouvais pas parce que vous êtes un nain, alors j'ai juste dit non, ma mère n'aimerait pas ça. » Et l'acteur qui a interprété un Munchkin aurait dit « Allez, amène ta mère aussi. » Elle aurait même ajouté « Ils étaient des centaines. Ils étaient tous dans un hôtel. Ils se faisaient casser la gueule tous les soirs et la police les ramenait dans des filets à papillons. Les pauvres. » Par contre, ces citations de Judy sont extrêmement différentes des souvenirs de l'acteur Jerry Marin, qui en 2018 était le dernier Munchkin encore vivant, tout en reconnaissant la réputation vertueuse de ses coéquipiers. Il se souvient que Judy leur avait offert à tous les 124 une photo signée et une boîte de chocolat après leur dernière journée de tournage. D'après les propos de Jerry, il aurait dit « She was an angel. Il existe une légende que si l'on regarde d'assez près pendant la scène de Dorothy et l'épouvantail tentant de cueillir des pommes, on peut voir un Munchkin se pendre en arrière-plan. Par contre, cette version où on le voit un Munchkin se pendre, elle est juste disponible dans la version VHS et puis dans la version DVD, elle aurait été supprimée. Après, ça reste une légende urbaine. Mais on peut pas s'empêcher de s'imaginer que ça peut être un Munchkin qui peut se pendre en arrière-plan. Malgré les nombreux échecs, le tournage du Magicien d'Oz se poursuit jusqu'à ce que, enfin, le film soit projeté au cinéma le 25 août 1939. Au départ, le sang, la sueur et les larmes des acteurs n'ont servi à rien. Le film est sorti à la fin de la Grande Dépression qui durait depuis des années. Ce qui signifie que les Américains n'avaient pas du tout envie de dépenser de leur argent durement gagné pour aller voir ce film bizarre, Magicien d'Oz. Et plus important encore, le film se trouve en concurrence féroce avec un autre blockbuster de la même année, Autant emporte le vent. Le Magicien d'Oz a fait peu d'argent pour récupérer son budget de 2,8 millions de dollars, qui équivaut aujourd'hui à environ 51 millions de dollars. Bien qu'il a remporté l'Oscar de la meilleure musique originale et de la meilleure chanson originale pour Over the Rainbow, qui a été même largement considéré comme un échec commercial. C'est fou de se dire ça, c'est complètement fou, puisqu'aujourd'hui c'est un classique. Le Magicien d'Oz
est également célèbre, ou plutôt infâme, pour être le film qui a tué son actrice principale, Judy Garland. Judy Garland naît à Grand Rapids, dans le Michigan, le 10 juin 1922. Elle a commencé à se produire sur scène alors qu'elle avait seulement 2 ans. Elle a travaillé avec sa mère Ethel et ses sœurs sur une variété de concerts. Sa mère avait été la première à donner à Judy des pilules, à la fois pour lui donner de l'énergie dont elle avait besoin pour suivre les nombreux spectacles et puis pour s'endormir. Judy s'est produit avec sa mère et ses sœurs jusqu'en 1935. Puisqu'après, elle a signé avec les studios MGM. À cette époque, évidemment, les lois concernant Hollywood et les enfants stars n'existaient pas, ce qui signifie que Judy était complètement contrôlée par les dirigeants des studios. On lui donnait pas seulement des pilules pour réduire son appétit, afin qu'elle puisse supporter les longues heures de tournage et un emploi du temps surdimensionné. On lui donnait aussi des stimulants comme les amphétamines qui la tenaient éveillée toute la nuit, incapable de dormir. Cette situation, évidemment, s'est aggravé lorsque le tournage du Magicien d'Oz a commencé. Judy a déclaré plus tard dans une interview: « Il nous faisait travailler des jours et des nuits entières. Il nous donnait des pilules pour nous maintenir debout longtemps après que nous étions épuisés. Puis il nous amenait à l'hôpital du studio, il nous assommait avec des somnifères, puis après 4 heures, il nous réveillait et nous donnait à nouveau les pilules pour que nous puissions travailler 72 heures d'affilée. » Enfin, le 22 juin 1969, 12 jours seulement après son 47e anniversaire, Judy est retrouvée morte chez elle dans sa salle de bain. On pense que la cause de sa mort est une overdose involontaire de barbiturique. L'influence du film est constamment reconnue. Par contre, les souffrances endurées par les acteurs sont souvent ignorées, voire même méconnues. Sachant tout ça, regardez les mésaventures d'une fille de ferme du Kansas, d'un lion sage et d'un épouvantail, ça fait un peu différent, non? Voilà, c'est une touche assez triste que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un sujet que j'avais vraiment envie de traiter. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo. Et puis, en même temps, vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'encourage énormément. Prenez soin de vous. À bientôt.